Vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio, très heureux d'être avec vous au 0826 300 300 pour parler de la Champions Cup et de ces huitièmes de finale de Champions Cup. Quel moment on vient de vivre quand même sur Sud Radio avec le succès de Castres face à Trévise. Et on va en parler justement sur Sud Radio avec notre consultant Philippe Spanghero. Salut Philippe. Salut Alex, bonsoir à tous. Comment ça va? Très bien, et vous? Très très bien. Ton ami qui sera adversaire ce soir dans le Qui j'en suis est là. Salut Yann Huget. Bonsoir messieurs, bonsoir. Vous savez quoi? François n'est pas là aujourd'hui, il sera là demain. J'ai du coup organisé un duel extrême entre vous deux. De qui je suis. Un duel. Enfer. Ah ouais, ce sera un duel. Il y aura un déçu. Je vous le dis, il y aura un grand déçu. Ce sera aux alentours de 18h50 sur Sud Radio pour ce qui je suis. Oui, parce qu'on a beaucoup de choses à évoquer aujourd'hui. Notamment, on parlera du Stade Toulousain qui demain, affronte les Sale Sharks avec Christian Labitte qui sera notre invité. On parlera de l'Union Bordeaux-Bègles qui va affronter demain l'Ulster et ce sera avec Blair Connor dans quelques minutes sur Sud Radio. Au milieu de tout ça, le directeur général de l'EPCR sera en direct en tribune à Castres avec nous, Jacques Reynaud, pour évoquer cette Champions Cup 2025 et l'hégémonie française aussi qui pourrait encore une fois être à l'œuvre. Et puis évidemment, on va parler du Castres Olympique parce que Quentin, victoire du Castres Olympique et déjà une première affiche pour les quarts de finale à venir. Les Castréois qui se sont donc imposés au bout du suspense à 1 seconde de la sirène avec cet essai de Fernandez et les Castrais qui vont retrouver Northampton dans la prochaine phase. À noter également que le RCT s'est imposé plus tôt dans la journée dans un match complètement fou. Score final 72-42. Les Toulonnais qui vont retrouver le vainqueur de l'affiche entre Toulouse et Sale. Alors on a vibré pour ce Castres-Trévise, ça c'est le cas de le dire, avec le carton rouge de Séguret, avec des moments très très forts et notamment jusqu'à cet essai en toute fin de match pour Jérémy Fernandez. Yoann Huget, est-ce que c'est une victoire qui peut être fondatrice pour le Castres Olympique aujourd'hui? C'est une victoire classique du CO aujourd'hui, j'ai envie de dire. C'était la même contre Toulon, la même contre Trévise. On se dit comment ils peuvent se sortir de ce piège. Et puis voilà, un petit miracle, l'essai d'Mbanyang, il part devant, il part pas devant, on sait pas, mais en tout cas il y est, et tant mieux pour les clubs français. Voilà, il va falloir être un peu plus consistant pour s'imposer à l'extérieur. On a vibré, mais on a vu un match de quelle facture aujourd'hui, Philippe Spanghero? Est-ce que on peut mettre le tampon Coupe d'Europe? Tu vois, grand match de Coupe d'Europe aujourd'hui. Alors, Coupe d'Europe, certainement. Grand match de Coupe d'Europe, je crois pas. Il y a quand même beaucoup de scories. C'est pour ça que les Castrés se sont rendus quand même la tâche difficile, notamment avec beaucoup d'indiscipline. Pour moi, un manque d'efficacité quand même sur certains temps forts dans le match. Ils auraient pu prendre la main sur ce match plus tôt, mais ils ont laissé ces Italiens y croire. Les Italiens qui ont joué leur match à fond, qui ont été plutôt propres en conquête, qui ont été quand même très efficaces sur leur ballon de récupération. Enfin, il mérite de gagner ce match, Philippe. Excuse-moi de te couper, mais quand même, si on n'est pas chauvin et on est pragmatique, ils doivent gagner ce match avec un peu d'expérience. Ouais, alors ils méritent de le gagner, ça c'est sûr. Mais par contre, ce que les Castrés ont pas su faire à un moment du match, tuer le match sur quelques temps forts, c'est les Italiens après qui en deuxième période, en supériorité numérique, ont joué un peu à l'envers. Ils se sont débarrassés du ballon, ils ont fait des mauvais choix, ils ont pas su temporiser. Bon, c'est aussi peut-être le manque d'expérience de ce type de rendez-vous. Mais après, ce dont on parlait hier, c'est-à-dire sur la densité de cette compétition, on peut que se réjouir qu'une équipe italienne soit en phase finale et qu'elle fasse quand même un match sérieux qui aurait pu lui permettre quand même d'arriver jusqu'en quart de finale de cette Champions Cup. Donc c'est bien, ça montre que le rugby italien progresse. Mais après, on est quand même content pour les Castrés qui ont eu beaucoup de caractère quand même en infériorité numérique. Là, c'est les premières chaleurs. On a senti que physiquement, ils sont allés chercher les ressources au bout de leur mental parce que honnêtement, dès la 55e, on sentait quand même que physiquement, c'était compliqué. Ouais, c'est vrai que ça a été un match quand même assez dingue. Tiens, on accueille sur Sud Radio Kefa, supporter Tarnais. Salut Kefa. Salut. Ça fait très plaisir de t'avoir au 0826 300 300. Supporter Tarnais, supporter Castré, supporter cardiaque ou pas? Ah bah, j'espère pas là. J'étais cardiaque aujourd'hui, je pense que j'étais mort à la fin parce que la tension était maximale. Est-ce que tu as eu peur? Est-ce que ce match t'a procuré des frissons particuliers aujourd'hui? Bah,
là, vous parliez de niveau ou pas Champions Cup. Sur les émotions et sur la tension et l'histoire du match, on est vraiment sur un match de niveau Champions Cup. Et on peut clairement dire que ouais, c'était tendu. Moi, à la 60e, j'avais beaucoup de mal à voir Castres revenir parce que j'avais vraiment l'impression d'une équipe qui était cramée, quoi. Ouais, c'est vrai que notamment le carton rouge d'Adrien Séguret, est-ce qu'à ce moment-là du match, Kefa, tu te dis oh là, ça y est, c'est fini, c'est plié, ce carton rouge va nous tuer? Ben surtout au vu de la première mi-temps, une première mi-temps où à chaque fois qu'on marque, on se fait prendre des points derrière, on n'arrive pas à sortir de notre camp, il y a quand même beaucoup de scories, au pied on n'arrive pas à prendre les points. Donc clairement, la physionomie du match n'était pas en notre faveur sur ce début de seconde mi-temps, où on devait répondre en envoyant du jeu, en essayant de revenir dans leur camp et d'entrer en ce rouge-là, un rouge qui est très très clair et logique, sur une faute très évitable. C'est vrai que la faute d'Adrien Séguret, elle est quand même totalement évitable. Clément Combe, quand on regarde les statistiques de ce match, Johan Huget, tu disais toi, Johan, que tu sentais que Trévise aurait mérité d'aller gagner cette partie. Est-ce que les stats montrent cette réalité, Clément? Elle montre un affrontement équilibré où finalement chaque équipe a eu sa phase de domination et notamment les Italiens sur ce début de seconde période, puisqu'au final, si on regarde d'un point de vue offensif, Castres est un peu plus devant, notamment grâce à cette fin de match où ils ont beaucoup tenu le ballon, 154 courses à 99. On a aussi, ils font 15 passes de plus, mais par exemple, les Italiens ils parcourent quasiment 100 mètres de plus que les Castrais, ballon en main. C'est aussi ce pragmatisme italien qui a su faire la différence longtemps pendant le début de la rencontre. Si finalement il y a une statistique que je devais retenir, c'est les stats personnels de Jérémy Fernandez. Il rentre à l'heure de jeu, 33 mètres parcourus, 22 passes, 4 défenseurs battus et l'essai et la transformation de la victoire. Parmi les moments justement forts de ce match, des moments de bascule, est-ce que la rentrée de Fernandez est aussi déterminante que ça, selon toi, Johan? C'est clairement le tournant. Aujourd'hui, il a amené son punch, sa vitesse, et dès qu'il est rentré, on a senti une équipe de Castres beaucoup plus rapide, beaucoup plus incisive, notamment sur son échappée. Voilà, ça se finit mal, mais son échappée, malgré tout, après derrière une mêlée, ça donne un côté positif et une action positive mentalement à toute son équipe. Donc, il a mis clairement le CO dans le sens de la marche. Philippe? Ouais, non, mais clairement, c'est une très bonne rentrée, c'est un très bon coaching. Bon, c'est vrai que le CO a été quand même quelquefois cette saison Arata dépendant, mais par contre, c'est vrai qu'ils ont la chance d'avoir cette paire avec Fernandez, de joueurs qui sont interchangeables et quand l'un rentre, il amène souvent une plus-value. Aujourd'hui, c'était le cas. C'est sûr que le retour du CO au score et puis ce caractère, parce qu'à un moment donné, contrairement à beaucoup de matchs, parce que honnêtement, ces scénarios, je pense que Castres est l'équipe qui en a le plus vécu de retour au score complètement improbable, que ce soit principalement en top 14. Mais donc cette équipe, je pense qu'elle a la capacité à gérer ce type de scénario. Aujourd'hui, je me suis dit à un moment du match qu'elle perdait le fil. Parce que je le dis dans les attitudes individuelles, ce que je disais tout à l'heure, on a senti que vraiment ces premières chaleurs, ce rythme, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de temps de jeu effectif malgré tout, même si c'était un peu décousu parfois, les Castries l'ont subi. Et à la 55e, 60e, je me suis dit ça va lâcher. Et puis ils sont revenus et ça coïncide notamment avec l'entrée de Fernandez qui a remis son équipe dans le sens de la marche. Est-ce que cette concurrence qu'il y a entre Arata et Fernandez, Kefa, est-ce que dans cette concurrence, on vient de mettre une pièce en plus dans le camp Fernandez là sur cette partie? Clairement, on a vu un Jérémy Fernandez qui a réussi à proposer ce que Santiago Arata n'a pas réussi à proposer sur ce match. Plus que juste un numéro 9 qui est là pour donner le ballon, c'est un numéro 9 qui a créé de l'avancée, qui crée de l'incertitude dans les phases d'attaque et qui arrive à casser des plaquages. On a l'habitude de voir avec Santiago Arata et sur quoi il a le plus pêché en fait aujourd'hui. Donc c'est le plus, et aujourd'hui c'est ce que Fernandez fait beaucoup et c'est ce qu'il fait bien, c'est il fait des entrées où il arrive à redonner un second souffle à Castres et ça peut lui permettre, je pense à lui aussi, de montrer que c'est pas juste un numéro 2 et que ça peut être vraiment un numéro 1 un futur numéro 1 qui peut challenger Arata. Moi je me demande si c'est déjà le numéro 1.
C'est déjà le cas, je pense. Qui le challenge déjà, il n'y a pas de doute. Après, faut voir sur. Ils sont complémentaires, moi, je trouve. Hein. Ils sont sur le long terme à voir. Moi, je trouve qu'ils sont complémentaires. Hein. Oui. Il n'y a pas de concurrence plus ou moins où il y a une dépendance un peu d'Arata, mais je trouve qu'à chaque rentrée qu'il fait à la 60e, il arrive à canaliser son équipe ou à impulser ce qu'il manque à l'équipe du CO. Et les deux proposent un style de jeu totalement différent. Après, Arata est pas mal absent aussi. Il y a une réflexion globale. Oui, Philippe. Ouais, ils s'y sentent bien quelque part tous les deux dans cette concurrence parce que les deux ont été en renégociation, les deux ont re-signé. Ils ont été sollicités, ces joueurs. Hein, donc, si ils n'avaient pas trouvé cette concurrence saine, ou enfin s'ils le vivaient pas comme une émulation, on a l'impression qu'au-delà de ça, entre eux, ça se passe bien. Ils ont re-signé pour des périodes assez longues au CO. Et je le répète, enfin, pour Fernandez, j'ai eu moins d'infos, mais Arata était quand même très sollicité. C'est vrai que Santiago Arata, il était un peu annoncé partout pendant pas mal de temps, et c'est vrai que Jérémy Fernandez est en constante progression. Je reviens sur une réflexion que nous a fait Julien Thomas il y a quelques instants par messagerie. On a un groupe évidemment de travail, je mets des guillemets quand même, sur WhatsApp avec l'équipe. Un groupe de réflexion philosophique plutôt. Brainstorming. Oui, plutôt, oui, effectivement. Brainstorming. Et Julien Thomas nous dit, il y a quand même cette sensation que de plus en plus de matchs de Champions Cup en phase éliminatoire se jouent avec des scores fleuves, alors qu'à l'époque ça se jouait parfois à une pénalité près, avec un gros travail des buteurs. Johan, est-ce que tu constates ça aussi? Ben, là, sur ce coup-là, Julien Thomas a pas forcément raison, puisque ça se joue à 2-3 points près. Donc, Castres... Oui, mais il y a score fleuve. Tu vois, avant, c'était peut-être plus tendu, plus serré, plus défensif. C'est l'arbitrage qui est totalement différent. Aujourd'hui, l'arbitrage favorise l'équipe qui attaque. On le sait. Donc, l'essentiel pour gagner un match, d'avoir une bonne défense, oui, mais surtout de garder le ballon. Donc, ce qui vaut à des turnovers, à des scories, et on voit des matchs envolés parce qu'il faut marquer un peu plus que l'adversaire pour gagner un match. C'est une chose, mais aujourd'hui, il faut prendre en considération l'arbitre. Et l'arbitre, dans sa philosophie, c'est pas avantagé, parce que j'aime pas ce mot, mais prioriser l'attaque. Donc on voit beaucoup plus de matchs enlevés, mais le problème aujourd'hui, et qu'il faudra soulever, j'espère, et je compte parmi vous, notamment Philippe Spanghero, c'est comment on peut jouer un match éliminatoire en ne mettant pas sa meilleure équipe sur le terrain. Là, je parle des Saracens, mais on y reviendra. Dis ça aux Harlequins. Les Harlequins ont pris 62-0 là face au Leinster. C'est une catastrophe. Dis ça aussi aux Saracens. C'est une hérésie de pas mettre sa meilleure équipe parce qu'on fait tourner les internationaux sur un match éliminatoire. Donc, on posera la question tout à l'heure à Jacques Fesneau, le directeur général de l'EPCR. Voilà, mais si on est français, Agen avait pris 3 ans d'élimination. Oui. Voilà, donc nous, on n'a pas le droit de le faire, mais parce que c'est bien amené, c'est bien expliqué que les internationaux doivent être au repos. Le sens des phrases, pour le coup. C'était non-combativité, Agen, c'est ça? Qui avait pris pour l'image l'éthique ou l'éthique sportive, un truc comme ça. Ben là, l'éthique des Saracens, personne ne l'a relevé durant toute la semaine. C'est passé à l'as. Mais sincèrement, quand on voit ce match-là sur la deuxième mi-temps, je préfère 10 fois. Tu me posais la question si c'était un match de haut niveau. Je préfère 10 fois regarder un CO Trévise qui ont aligné leurs meilleures équipes. Le match sans le regarder, mis à part la première mi-temps de Toulon qui pensait que ça allait le faire, donc ils se sont retroussés les manches en deuxième mi-temps. Mais sincèrement, ça voulait rien dire. Et on va écouter une réaction de Florent Van Verberg au micro de nos amis de Beansport. Écoutez la joie du deuxième ligne du Castres Olympique. C'est magnifique, c'est magnifique. On joue à fond, on est une équipe de 40 mecs. Franchement, ça tape fort à l'entraînement. On s'envoie comme des fous, on est soudés. Les mecs qui jouent pas, ils font pas la gueule, ils nous aident. On travaille dur, voilà, on sent qu'on a quelque chose. C'est pas parfait encore. C'est pas parfait, on aimerait que ça soit encore mieux. Mais voilà, aujourd'hui c'est l'histoire, on est allé chercher et je suis très heureux pour le groupe, pour les supporters et pour le staff aussi parce que ça bosse dur. Ouais, voilà, la joie de Florent Van Verberg. Dernière question, Kefa, est-ce que cette victoire, tu penses, peut permettre au CO de se solidifier mentalement à l'approche des phases finales en top 14, qui reste toujours un objectif évidemment? Bah clairement, c'est de l'expérience en plus, c'est du vécu. Et donc tout ce qui est vécu, expérience, faut le prendre, faut essayer de voir là où on peut s'améliorer. Il y a vraiment énormément de points qui sont améliorables dans ce match-là.
mais surtout faut garder le caractère, le groupe, ce qu'il a dégagé en tant qu'unité, ça faut le garder et faut essayer de se baser là-dessus pour essayer d'avancer sur cette fin de saison et essayer de jouer les phases finales. Merci beaucoup Kefa et bravo au Castres Olympique. Dans un instant sur Sud Radio, on va rejoindre le Castres Olympique de nouveau, cette ville tarnaise avec Jacques Reynaud qui est déjà prêt, le directeur général de l'EPCR, pour évoquer justement cette magnifique journée de 8e de finale de Champions Cup. À tout de suite sur Sud Radio. Vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio après le succès du Castres Olympique. Donc que dis-je, du grand Castres Olympique, comme dirait Lola Barthès et Quentin Cabanis, nos deux Castres préférés. Le Castres Olympique qui s'est donc imposé 39-37 dans un match exceptionnel à Pierre Fabre. On s'est régalé. J'imagine que le directeur général de l'EPCR s'est régalé aussi. Bonsoir Jacques Reynaud. Bonsoir et merci pour l'invitation. Ça fait grand plaisir de vous avoir sur Sud Radio. On est avec Nuget et Philippe Spanghero pour bien parler un petit peu de cette Champions Cup. Mais d'abord une réaction. Vous avez vécu un grand match dans un stade en fusion. J'ai vécu un grand match hier soir à Northampton. J'ai vécu un grand match à la télévision en venant à Castres, Toulon, Saracens. Et je suis encore sous adrénaline ou injection d'adrénaline avec ce coup de pied, cette pénalité, enfin cette transformation à la 80e. Ici de Jérémy Fernandez. Ouais, c'était vraiment exceptionnel. On avait en plus une affiche un peu particulière parce que c'est vrai que Castres, ça faisait 23 ans qu'il n'y avait pas eu de grand match européen pour exact. Le CO. C'était la première qualification, je crois, en 8e de finale pour Trévise dans cette Champions Cup. Donc c'était clairement une affiche inédite qui a produit un super match. Ça montre aussi les nouveautés qu'il y a dans ce rugby européen. Oui, on est ravis de pouvoir offrir aux fans, au club, cette plateforme de l'Investec Champions Cup avec quelques matchs, on va dire, de tradition. Hein. Toulon Saracens, ça rappelle quelques finales d'il y a quelques années. Et puis des nouveautés comme ceci. On a effectivement le rugby italien et le Benetton qui monte. Hein. Il a fait 2 demi-finales de Challenge Cup les 2 dernières saisons. Donc c'est pas tout à fait une surprise de les voir en cette progression. Et on est ravis de retrouver le Castres Olympique après 23 ans. On a parlé hier avec Félix Spanghero qui est là et qui vous écoute, Jacques Reynaud, de la France qui prend de plus en plus de place dans cette Champions Cup par les résultats. Je crois que depuis 2013, la France n'a pas envoyé un club en finale. Et à une seule reprise, c'était je crois en 2019 si je suis pas fou, mais vraiment je vous le fais de mémoire. Mais à chaque fois sinon il y a un club français en finale de la Champions Cup et on se posait la question de ce côté un peu moteur du rugby français dans cette compétition européenne. Ah, tout à fait. On a aujourd'hui, je rappelle qu'on se qualifie pour l'Investec Champions Cup, au l'EPCR Challenge Cup au travers des ligues, du top 14, de la Premiership britannique, enfin anglaise, et de l'URC celte sud-africaine. Donc, d'abord, c'est les meilleurs du top 14 qui se qualifient, c'est les meilleurs de l'URC, des celtes, et c'est les meilleurs de la Premiership. Donc, ça donne automatiquement un très haut niveau. Et il est vrai que depuis quelques années, il y a un cycle français où le rugby des clubs français est un petit peu une référence et donc c'est très bien. Et enfin, je trouve que les autres vendent cher leur peau. Hein. Les Saris ont quand même mis 5 essais dans la première mi-temps à Toulon. Le Benetton Rugby a mené jusqu'au sifflet final. Donc c'est une très belle compétition. Et puis, il y a les Français et les clubs français sont en train de démontrer non seulement la qualité du rugby, mais aussi le moral, parce qu'il fallait aujourd'hui il fallait un tempérament et du mental pour arriver à bout de cette équipe du Benetton. C'est clair. Yohan Nuget, tout à l'heure, toi Yohan, tu regrettais un petit peu ces clubs anglais, notamment les Saracens, qui n'envoient pas leurs internationaux. Tu déplorais même ça. Mon cher Alex, c'est surtout les phases de poule, on arrive à comprendre que les Sud-Africains jouent plusieurs compétitions à la fois, donc sur leur dernier match de poule n'envoient pas forcément la meilleure équipe et on tombe sur des scores fleuves comme on a pu voir avec Bordeaux sur le dernier match. Et là, une fois de plus, on nous explique que les Saracens n'envoient pas leurs internationaux pour un match éliminatoire de Champions Cup. Donc je trouve ça dommageable et je pense que
même si on a vu une très belle équipe en première mi-temps des Saracens, moi en tant que supporter de rugby et amoureux de rugby, je trouve ça dommage qu'on ne soit pas dans l'obligation d'envoyer sa meilleure équipe du moment sur un match éliminatoire. Jacques Reynaud, est-ce que vous avez été sensible à ça? Johan Huget qui vous a posé la question. Johan et Alexandre, j'étais plus que sensible. J'ai reçu beaucoup d'appels, beaucoup de sollicitations. Bon, je crois que effectivement, ça a déçu beaucoup de personnes. Je crois que le terrain quand même fait parler une chose un petit peu différente. On les disait faire l'impasse, et je crois que quand on met 5 essais dans la première mi-temps, c'est pas tout à fait faire l'impasse. Donc, je crois qu'il y a le sport a parlé cet après-midi, même si à la fin Toulon a réussi son 8e de finale pour entrer en quart. Nous avons aujourd'hui, comment dirais-je, toutes les équipes jouent deux championnats, un championnat domestique et une coupe d'Europe. Donc tout le monde part et dans les starting blocks, tout le monde est un petit peu pareil. Après, il y a des choix sportifs, il y a la rotation des joueurs, il y a le ménagement des joueurs, il y a des protocoles entre les fédérations nationales et les clubs, et donc ceci affecte effectivement, c'est une particularité du rugby, j'ai envie de dire. La chance que nous avons en Investec Champions Cup et en EPCR Challenge Cup, c'est que, entre guillemets, il n'y a que 8 week-ends pour ceux qui vont en finale et que 4 week-ends pour ceux qui sont un petit peu limite. Et donc, dans la grande majorité des matchs, nous avons effectivement la meilleure équipe ou les meilleurs joueurs et les stars. Il y a quelques exceptions. En tant que directeur général, j'aimerais bien sûr que le spectacle n'ait pas d'exception, mais vraiment, quand je vois les matchs aujourd'hui, quand je vois l'enthousiasme, quand je vois, il y avait 56 000 spectateurs au Croke Park à Leinster tout à l'heure, le Castres était à guichet fermé, on annonce Toulouse, Bordeaux à guichet fermé, on annonce La Rochelle tout à l'heure qui reçoit ce que les anglo-saxons appellent le Ronan O'Gara Derby, on l'annonce à guichet fermé. Donc on a quand même énormément d'émotions, énormément de public, et la chance d'avoir en général dans la quasi-majorité, dans la quasi-totalité des cas, les meilleurs joueurs, les meilleures équipes. Nous avons quelques exceptions que nous déplorons. Oui, monsieur Reynaud, moi je suis d'accord avec vous, mais on ne peut pas se satisfaire en tant que supporter, encore une fois, de 5 essais des Saracens pour se dire que c'est la vérité du terrain. Aujourd'hui, moi je suis devant mon écran et je suis déçu de ne pas voir des Itoje et tout le clan anglais défier Toulon à Mayol. Mais tout comme les Sud-Africains quand ils font l'impasse pour aller au dernier match sur Bordeaux. Et voilà, je trouve que ça se joue des fois à un point et c'est dommageable de pouvoir cautionner des turnovers comme ça. Après, je sais que les championnats sont longs, je sais que les championnats sont durs, le tournoi à destination, mais les clubs français jouent le jeu et ça serait bien que tout le monde joue le jeu. Oui, c'est vrai est-ce qu'il est révolu le temps où Agen avait pris un an de suspension en appel, mais une amende de 100 000 € à l'époque, avec une impasse qui était quand même particulièrement caractérisée, il faut le dire, mais tout de même ça avait été extraordinaire à l'époque, je crois que c'était en 2002, ça avait fait grand bruit. Vous préparez pas une sanction de cet ordre-là quand même, Jacques Reynaud? Alors nous l'avons notre linge sale en famille, donc je ne commenterai pas cet événement historique. Je dis simplement, je crois Johan, moi aussi je suis fan avant des directeurs généraux, et je comprends qu'on veut voir les stars. Je comprends aussi que certains joueurs sont très fatigués, que la santé des joueurs soit primordiale. Je répète, il y a peut-être une déception aujourd'hui, mais le match a été fantastique, et dans la grande majorité des cas, on a la chance de pouvoir offrir aux fans les meilleurs matchs avec les meilleurs joueurs. Il y a quelques calculateurs effectivement qui se développent. On est en train de regarder ça d'un point de vue réglementaire pour éviter un petit peu les petits calculs et offrir le meilleur spectacle. Et je rappelle quand même, il y a une espèce de statistique qui dit que ceux qui calculent en fait ne gagnent pas. Ça c'est vrai, et ça c'est souvent vérifié dans le sport, c'est tout à fait juste. Jacques Reynaud, on avait évoqué, je crois, il y a un an avec vous, cette idée-là de maintenir ou pas ces 8e de finale. Arrive sur la table un sujet d'ailleurs qui intéresse beaucoup Philippe Manguero, c'est pour ça que je l'invite au micro. L'argent. L'argent, oui, bien sûr, mais pas seulement. La Coupe du Monde des clubs. Si la Coupe du Monde des clubs arrive, est-ce qu'il faut garder le même format de Champions Cup avec ces 8e de finale, Jacques Reynaud?
Alors l'évolution par rapport à quand on s'était parlé il y a quelque temps, c'est que le principe de la Coupe du Monde de club serait en fait une élévation de l'actuelle phase de match à élimination directe, c'est-à-dire les 4 derniers week-ends. Et donc aujourd'hui, il n'y aurait pas de huitième de finale, il y aurait les 8 premiers de la Champions Cup à l'issue des phases de poule, plus les 8 premiers des autres. Et après, on ferait 2 matchs entre guillemets de poule, 2 demi-finales et une finale. Le principe de la Coupe du Monde des clubs, c'est une élévation tous les 4 ans de la Champions Cup et du Super Rugby Pacifique, les 2 plus belles compétitions de rugby des clubs, et en maintenant un calendrier qui ne sollicite pas plus les joueurs, mais qui respecte la santé des joueurs. Et donc nous essayons de faire rentrer, et nous y sommes arrivés avec nos partenaires de Super Rugby Pacifique, nous sommes arrivés à trouver ce concept de l'élévation de la phase finale de la Champions Cup sur 4 week-ends, sans solliciter plus de week-ends de la part des joueurs, des clubs, pour la santé des joueurs, et en garantissant entre guillemets un spectacle exceptionnel, puisque nous pourrions répondre à la question: qui est le meilleur club de rugby au monde? Et oui, d'ailleurs, je vous le disais dans le journal de l'équipe. Vous disiez, on a le soutien des télévisions et des sponsors pour 2028, mais après, il faut que ce soit financièrement viable sur le moyen et long terme. Toi, ta vision, Philippe Spanghero, qui travaille beaucoup dans le monde du rugby, dans l'économie du rugby, dans la gouvernance du rugby, est-ce que cette idée te semble viable de cette Coupe du Monde des clubs? Oui, pour moi, elle est viable pour 2 raisons. Il y a beaucoup d'attentes, puisque ce sujet du mythe des meilleurs clubs du monde et de la compétition qui pourrait faire qu'on puisse choisir, ça a toujours été mis sur la table, mais on avait une problématique qui était très importante, qui était l'harmonisation des calendriers. On voit que, alors c'est pas du cas CVC, mais on voit que l'arrivée de CVC a chamboulé un peu les équilibres, parce que en prenant les droits de l'URC, ils ont fait rentrer les Sud-Africains, donc ils ont fait exploser un peu le bloc de l'hémisphère sud, et donc de façon générale et mécanique, ça amène une réflexion beaucoup plus fluide pour l'harmonisation des calendriers. Donc ça, c'est le premier point, et ça permet ça. Alors qu'à l'époque, l'idée avait été mise sur la table, mais elle n'était pas faisable d'un point de vue technique par rapport aux différences de contraintes des 2 hémisphères. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la dimension économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je l'ai dit souvent, mais le rugby, par sa Coupe du Monde, est le 4e plus gros événement sportif au monde. Elle génère des revenus importants, mais à l'échelle de ce que ça représente dans le monde, c'est trop peu économiquement. Il y a trop peu d'événements majeurs dans le monde du rugby qui génèrent des revenus qui soient à la hauteur de l'impact médiatique. L'impact médiatique, honnêtement, il est de plus en plus fort. Il y a de plus en plus de fans dans les stades, on en a parlé hier soir, mais les chiffres, là, si on s'arrête à la compétition de la Champions Cup, ils sont très intéressants en affluence dans les stades, en audience télé. Ok, mais maintenant, comment on monétise plus? Et donc, avec cette Coupe du Monde des clubs, il y a une formule au-delà de la dimension sportive sur l'attrait économique qui fait que là, pour le coup, tous les clubs vont avoir envie de le jouer à fond. Il n'y aura pas d'impasse et ça donnera tout de suite une dimension et une crédibilité à l'événement. Et c'est pour ça que moi, nous, on est plutôt emballé par cette histoire de Coupe du Monde des clubs. Jacques Reynaud, dernière question, et je sais que c'est quand même une maraude. Alors bon, ça revient, c'est un marronnier, ça revient absolument tout le temps. Est-ce que la formule actuelle de la Champions Cup perdurera pour la saison prochaine? Parce que j'ai l'impression que c'est toujours la question. Moi, je fais partie, et je le dis en toute honnêteté, je suis pas très fan de ces 8e de finale, mais en même temps, je ravale un peu ça me ferme un peu le clapet, parce que je viens de passer un moment exceptionnel sur ce Castres-Trévis qui n'aurait probablement pas existé s'il n'y avait pas eu les phases finales, les 8e de finale. Donc à partir de là, je suis plus trop où me placer, moi, Jacques Reynaud. Mais est-ce qu'on aura de nouveau des 8e de finale la saison prochaine et le même format? Alors Alexandre, je vais vous aider un peu à vous placer. Allons-y alors. La formule actuelle. La formule actuelle qui consiste à avoir ce qu'on appelle un tirage au sort des phases de poule ouvert. On ne protège que les 3 champions des championnats, plus le champion de Champions Cup ou le champion de la Challenge Cup, permet d'avoir des poules très, aléatoires. Et deuxième chose, la formule actuelle permet d'avoir, on joue 4 clubs en phase de poule de styles de rugby différents et dans championnats différents. Et donc ça maximise un petit peu l'Europe c'est différent, la Coupe d'Europe c'est différent, la Coupe d'Europe c'est des styles de rugby différents, c'est des adversaires différents qu'on joue pas tout le temps. Et donc ces confrontations de clubs issus de ligues et de championnats domestiques différents est une grande réussite, parce que aujourd'hui, sur les 84 matchs de poule, aucun match n'était
à la 4e journée des matchs de poule, aucun match n'était sans enjeu. Que ce soit un enjeu de qualification, que ce soit un enjeu de seeding, donc de classement pour avoir pour jouer les 8e à la maison, ou que ce soit pour éviter la relégation. Et donc aujourd'hui, d'un point de vue sportif, technique et spectacle, c'est une formule qui coche beaucoup de cases. Hein. Alors, il y a les romantiques du rugby qui aiment bien les matchs aller-retour, mais ça réduit le nombre de matchs. Il nous reste 20 secondes, monsieur Reynaud. Eh bien, écoutez, donc à la fin, je crois que nous allons maintenir la formule actuelle, mais nous allons faire quelques petites retouches sur lesquelles nous travaillons, et je serai ravi de revenir vers vous quand nous aurons finalisé notre travail et que le board l'aura approuvé. Et ben avec grand plaisir. On sera là pour en parler avec vous, Jacques Reynaud. On est très heureux en tout cas d'être un des diffuseurs de cette Champions Cup et de cette Challenge Cup, parce qu'à la radio, nous on fait vivre absolument tous les rugby. Merci beaucoup, Jacques Reynaud. Très belle soirée dans le Tarn. Merci. Généralement on s'ennuie pas. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. On va parler de l'Union Bordeaux-Bègles. Au cœur de la mêlée avec toute l'équipe Sud Radio, Philippe Spanghero, Johan Huget, Clément Combe, Quentin Cavanis, Quentin Fredon et vous au 0826 300. On vient de passer un bon moment avec Jacques Reynaud, le directeur général de l'EPCR. Et d'ailleurs, si vous voulez retrouver son émission, ce sera évidemment replay sur sudradio.fr, sur YouTube aussi, sur la chaîne Sud Radio. Vous êtes plus d'1 million d'abonnés. On va évoquer maintenant, l'Union Bordeaux-Bègles demain qui va affronter l'Ulster. C'est un match important pour bien s'offrir un quart de finale. C'est presque le minimum syndical pour cette équipe de l'Union Bordeaux-Bègles. Et on en parle justement avec une légende de l'UBB, Blair Connor. Bonsoir Blair. Bonsoir. Ça fait très plaisir de vous avoir sur Sud Radio. Déjà, comment vous allez? Parce que c'est vrai qu'on vous voit pas souvent, ça fait un petit moment qu'on vous a pas vu traverser le terrain, alors qu'on en avait l'habitude. Hein. Oui, c'était un petit moment maintenant. Maintenant, j'ai mon bar à Bordeaux, donc je suis dans le bar maintenant, en train de regarder le match de La Rochelle, on croise le doigt et peut gagner. On fait un bon petit derby la semaine prochaine. Eh oui, pour un derby UBB La Rochelle. Votre bar à Bordeaux, comment il s'appelle? Où est-ce qu'on peut le retrouver du côté de Bordeaux? Ça s'appelle Connors, donc c'est très simple. Et c'est 17 cours de chapeau rouge. 16 cours de chapeau rouge, pardon. On a en plus en consultant Johan Huget, je pense que vous êtes déjà croisés, même affronté, Blair Connor et Johan Huget. Qui a fait le plus de mal à l'autre sur le terrain? Non, c'est Blair, c'est Blair. C'est Blair. Non. Il allait trop vite. Pas du tout. Il allait trop vite. Pas du tout. C'est vrai que là, ça allait très vite entre les deux. Très méchant. Ah oui, ça, c'est clair que c'était. On a eu des jolis affrontements, Blair Connor, Johan Huget. Alors, je le disais, c'est presque le minimum syndical de se qualifier pour les quarts de finale pour l'Union Bordeaux-Bègles, parce que les attentes sont très élevées maintenant pour l'UBB, Blair Connor. Oui, l'UBB maintenant ils jouent à faire la pression. Moi, je peux parler trop de la phase finale parce que j'ai jamais la chance de jouer la phase finale, mais c'est vrai, grosse expectation sur l'équipe maintenant pour gagner et gagner un championnat aussi. Oui, aller chercher le Brennus, c'est une finale douloureuse, très douloureuse l'année dernière. C'est vrai qu'entre votre UBB que vous avez amené en top 14, Blair Connor, que vous avez développé en top 14, et l'UBB d'aujourd'hui qui fait partie des meilleures équipes d'Europe, qui est la plus grande affluence de rugby de club au monde, quel chemin parcouru quand même par le club? Ah oui, mais ça c'est grâce à Laurent Marty et son recrutement, mais aussi son vision avec les espoirs. Il est bien en train de développer les espoirs au club. Et maintenant, tu regardes le fruit de l'arbre. C'était Mathieu Gélébert, le joueur comme ça qui est bien formé au club. Maintenant, il est le niveau très haut. Bref, c'est une équipe... avant, c'était l'équipe de Johan qui gagnait tous. Et maintenant, Bordeaux... il approche le haut de la table, donc c'est ça. Ce côté rapide, un peu insaisissable, là, est-ce que vous vous retrouvez dans Louis Bielbiarré, Blair Connor? C'est un joueur incroyable. C'est un plaisir pour regarder son style de jeu, c'est magnifique. Et évidemment son vitesse, mais il est toujours dans le jeu. Il suit tout le pied, il plaque, mais en défense, il plaque très intelligemment et il lecture le jeu très bien. Donc, pour moi, c'est un joueur complet. La chose, il est quoi, 21 ans, 22 ans, donc 2-3 ans, c'est intouchable.
Ouais, c'est vrai il a déjà été élu meilleur joueur du tournoi des destinations. Quand on regarde un peu la composition de l'équipe de l'Union Bordeaux-Bègles, Félix Panguero demain, Mathieu Jalibert est sur le banc, il n'y aura pas de Louis Bielbiarré. On peut pas dire que l'effectif soit complètement remodelé, mais il y a des petites rotations comme ça. Est-ce que c'est une prise de risque de la part de Yannick Bru? Non, je pense pas. En fait, peut-être stratégiquement, Mathieu Jalibert qui va entrer le jeu le dernier 25 minutes, s'il a besoin. Sinon, il fait un petit pause avant le match de La Rochelle. Donc, on croise le doigt qu'on va gagner, évidemment. Mais aussi, tout le monde parle de Toulouse comme toujours Toulouse, deux équipes. Presque deux équipes top 14 qui gagnaient tout le monde. UV c'est pas là, mais même avec Arthur Thierry et des joueurs comme ça, et même le haut niveau qui si tu remplaces Belbiri, évidemment tu peux un petit peu, mais pas trop. C'est un joueur le haut niveau aussi, donc c'est un peu comme ça. Philippe Panguero, rapidement, est-ce que tu penses qu'il y a une prise de risque de la part du coach Bru, Philippe? Philippe Panguero. Ah, on t'a perdu, Philippe. Micro fermé. Carton jaune pour Philippe Panguero. Yoann Huget, est-ce que tu vois une prise de risque, toi? Il y a aucune prise de risque, Alex, parce que encore une fois, on connaît l'actualité de l'Ulster, et Bordeaux n'a absolument pas peur de l'Ulster s'ils mettent les choses dans l'ordre. Je suis pas sûr que la semaine prochaine ils fassent pas jouer Louis Bielbarré et démarrer Jalibert, tu vois. Donc là ils ont la chance de recevoir une équipe qui sur le papier est inférieure à elle, et s'il y a un problème à la 60e, voilà, c'est une gestion d'effectifs. Au vu de l'affrontement, dans la projection d'affronter La Rochelle ou le Munster la semaine prochaine. Ouais, Félix Panguero, faire de la gestion en 8e de finale, c'est aussi prouver que l'effectif est deep, et deep, profond, comme le disait Blair Connor. Ouais, Philippe. Oui, non, mais c'est clair qu'aujourd'hui, l'UBB montre qu'ils ont travaillé sur leur profondeur de banc, et ils l'ont montré. Ils ont su aller gagner à Toulouse en championnat cette année avec une équipe qu'on disait très remaniée. Donc, c'est le luxe d'un staff quand tu as des joueurs et que tu peux être en gestion sur cette fin de carrière. On a vu que la saison dernière, notamment en finale contre Toulouse, ils l'ont eu très dur parce que justement, ils ont peut-être un peu trop tiré sur leurs joueurs cadres au long de la saison. Donc, ils se servent de ça aussi pour évoluer dans leur gestion de fin de saison. Ça paraît être un risque très mesuré. Un risque mesuré. Merci Blair Connor d'avoir été avec nous, et bon match. La Rochelle-Munster d'ailleurs à 7-0 pour les Rochelais et celle des Pagny-Botia, mais j'imagine que vous êtes au courant, Blair Connor. Merci beaucoup d'être avec nous, et donc il faut aller au Blair Connor, au bar. C'est où déjà, pardon? 17, j'ai perdu la... Chapeau rouge. C'est le score de Chapeau rouge, Bordeaux. Eh ben parfait. Allez croiser Blair Connor dans son bar pour suivre la Champions Cup. Merci beaucoup Blair d'avoir été avec nous. Dans un instant, sur Sud Radio, on sera avec Christian Labitte pour évoquer Toulouse Sale. À tout de suite. Vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio. On est avec Blair Connor il y a quelques instants, et on évoquait le fait que l'Union Bordeaux-Bègles fasse vraiment un poil tourné demain face à l'Ulster. Toulouse, va se présenter pour le coup avec une équipe très 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 compétitive face au Sale Sharks demain. Quel objectif pour Toulouse demain, justement, dans ce 8e de finale, Yoann Huget? L'objectif est gagner, tout simplement, pour aller au prochain tour, et voilà. Mais qu'est-ce que toi tu vas regarder précisément? Cette équipe sans Dupont, la par exemple? capacité, non, je vais pas regarder ça. Je vais essayer de regarder la capacité des Toulousains à garder le ballon, à enchaîner les temps de jeu comme ils savent le faire, et ce qu'ils arrivent à produire dans l'avancée, dans la continuité du jeu, et aussi l'occupation, et surtout le jeu au pied. Ouais, ce jeu au pied, est-ce que la donnée de Toulouse sans Dupont, toi, t'intrigue un petit peu, Philippe? Non, je crois pas. Je pense que, bien sûr, forcément, quand tu as le meilleur joueur du monde dans ton équipe, tu peux te dire qu'il va te manquer, et c'est normal. Mais par contre, c'est vrai que le collectif du stade est tellement fort. Paul Graou a eu quand même largement sa chance et a joué des matchs couperés. Il a montré qu'il était au niveau. Donc voilà, je pense que le collectif de Toulouse est tellement fort que, en plus, ils ont fait le choix de ne pas prendre de joker. Donc ça montre qu'ils ont confiance en leur profondeur de banc à ce poste-là. Non, honnêtement, je suis pas très inquiet parce qu'encore une fois, le collectif du stade est très fort, assez fort pour mettre les individus dans les meilleures conditions.